Avertissement. Les commentaires mentionnés dans Ultra Santé ne sont pas la responsabilité ou l'opinion de Télénation. La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration de Télénation dans le confort de votre foyer. Bonne émission. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à cette capsule où nous discutons aujourd'hui du secret professionnel et de la confidentialité en santé mentale avec M. Jean-François Plouffe, chargé de dossiers de communication à Action Autonomie. Bonjour, M. Plouffe, et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous. Merci. Monsieur Plouffe, les problèmes de santé mentale sont une réalité quotidienne pour des milliers de Québécois et leurs proches. Malgré que la maladie a de nombreux aspects juridiques, on constate souvent que l'information est souvent éparpillée ou difficile à comprendre. Pourquoi? Bien, l'idée de confidentialité, c'est une notion qui est particulièrement importante en santé mentale, évidemment, à cause de la stigmatisation. C'est-à-dire que les gens ne tiennent pas généralement à ce que des informations qui les concernent sur leur historique en psychiatrie, par exemple, soient connues de d'autres gens sans leur autorisation. Et même, ils hésitent parfois à ce qu'elles soient connues d'autres membres du personnel médical parce que ça peut influer justement sur la façon dont ils sont soignés. Mais il y a donc des dispositions légales qui encadrent la confidentialité et le secret professionnel. Et entre autres, ça vient de haut, ça vient de la Charte québécoise des droits et libertés, dont l'article 9 dit « Chacun a droit au respect du secret professionnel ». Donc, la Charte va plus loin, elle explicite un peu en disant que toute personne tenue par la loi au secret professionnel ne peut même en justice divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu'ils y soient autorisés par la personne, justement, qui a fait les confidences. Donc, c'est important de comprendre que la confidentialité de nos informations personnelles, elle nous appartient à nous et elle peut être partagée avec les gens qu'on souhaite que ça soit partagé, mais elle ne peut pas être partagée à notre insu, sans notre consentement, et ou à des personnes qu'on ne souhaite pas que cette information-là parvienne. Ça, c'est le principe de la loi. Évidemment, il y a tout un tas d'exceptions qui font que finalement, il y a bien des circonstances où des personnes peuvent être mises au courant du contenu d'un dossier médical sans que la personne soit au courant. Et c'est le cas, notamment, c'est un des gros problèmes de l'ensemble du personnel médical d'un établissement de santé et avec ce qui s'en vient avec le dossier Santé Québec, c'est-à-dire l'informatisation générale là, de toutes les données médicales. Bien, tous les intervenants de santé du Québec en entier vont pouvoir être mis au courant du dossier personnel d'un individu. Évidemment, il faut que ce soit relié à leur fonction. Là. Ils ne peuvent pas le faire comme ça, aller à la pêche. Mais par exemple, si moi, je sais pas, je me casse une jambe, puis je suis à Mont-Laurier, puis je réside à Montréal, puis je m'en vais à l'urgence de l'hôpital de Mont-Laurier pour ma jambe cassée. Ils vont regarder dans mon dossier médical et ils vont voir que j'ai été suivi en psychiatrie à Montréal. Et donc, ils vont dire, oh, on a ici quelqu'un d'un peu imprévisible, quelqu'un qui n'est pas tout à lui, quelqu'un qui peut faire des crises psychotiques n'importe quand. Donc, on va le soigner différemment que si on n'avait pas cette information. Donc, il y a déjà un préjugé préétabli. Bien, c'est ça. Et c'est un des effets pervers là, de cette opération qui dure depuis des décennies, d'ailleurs, d'informatisation des dossiers médicaux. Dans beaucoup de cas, ça peut être utile et c'est bénéfique, mais il y a des cas, et celui-ci en est un, où la personne ne souhaite pas nécessairement que ces informations-là soient transmises, même à d'autres professionnels de la santé. Et il n'y a pas vraiment moyen de mettre une espèce de couvercle sur ces informations-là et pas sur les autres. Et donc, ça incite les gens à se retirer du dossier Santé Québec et donc éventuellement à ce que l'information qui les concerne en cas d'urgence circule moins bien du fait qu'ils ne souhaitent pas finalement partager les informations qui concernent leur santé mentale.
Jean-François, j'aimerais savoir, hormis l'article que tu viens de nous parler, est-ce qu'il existe d'autres articles qui découlent du secret professionnel et de la confidentialité? Oui, Est-ce qu'il y en a sûrement d'autres? oui, il y en a plusieurs. C'est prévu dans les codes de déontologie, Oui. notamment des travailleurs sociaux, des médecins, des infirmières. Euh, c'est aussi prévu par la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, Oui. qui couvre les organismes communautaires. Donc, c'est une disposition qui est quand même assez bien étendue dans tout le milieu, non seulement le milieu de la santé, mais le milieu des entreprises privées aussi, de toute organisation publique ou privée. La loi prévoit que toutes ces informations-là doivent être tenues confidentielles et que les précautions requises doivent être prises là, pour que ces informations-là restent confidentielles. Mais il y a, entre autres, dans la loi sur les services de santé et services sociaux, un article qui est un peu particulier par rapport à ça. C'est OK. que la confidentialité, elle ne concerne pas toujours que la personne concernée, elle peut concerner des tiers aussi. Et donc, l'article 18 de la loi sur les services de santé et services sociaux, il se lit comme suit. Un usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication d'un renseignement le concernant et contenu dans son dossier. Il n'a pas le droit de le recevoir si ce renseignement-là a été fourni à son sujet par un tiers, donc par une autre personne, un parent, un ami, un voisin, n'importe qui, et dont l'information de l'existence ou la communication permettrait d'identifier le tiers, à moins que ce dernier n'ait consenti par écrit à ce que le renseignement et sa provenance soient révélés à l'usager. Donc, ce que ça veut dire en pratique, Oui. c'est que, disons que, je ne sais pas, que mon frère parle à mon psychiatre et lui transmet des informations sur comment je me comporte dans la vie de tous les jours. Puis mon frère, il est très inquiet de moi, puis ça se peut qu'il exagère un peu, il n'est pas un spécialiste de la santé, puis il interprète des choses, il transmet tout ça à mon psychiatre qui va, qui va en prendre connaissance, évidemment, et qui peut donc orienter ses soins en fonction de ce qui lui a été dit. Mais moi, non seulement je ne sais pas ce que mon frère a dit à mon médecin, mais, Exactement. mais je n'ai même pas le droit de savoir que mon frère a dit quelque chose à mon médecin. Et Donc, pourtant, ça nous concerne. bien sûr, c'est ça. Donc, dans ce cas particulier-là, et c'est peut-être un cas unique dans cette série d'articles-là de la loi sur les services de santé et services sociaux, on donne davantage de droits à une autre personne qu'on en donne à l'usager. Puis, un des effets que ça peut avoir, c'est que le médecin peut changer un peu son attitude, changer sa prestation de Effectivement. soins, sans que la personne sache trop pourquoi, d'où vient ce changement-là. Puis, si la personne demande à son médecin, pourquoi vous m'avez jamais parlé de tel diagnostic, par exemple? Puis là, tout d'un coup, vous vous mettez à me parler de ça. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin est tenu par la loi de lui dire qu'il ne peut pas lui répondre. Je ne peux pas répondre à cette question-là, dit-il. Et il ne peut même pas dire que c'est des renseignements confidentiels parce que l'usager n'a pas le droit d'être informé de l'existence même des renseignements. Donc, c'est vraiment, ça peut vraiment prêter à pas à des abus, mais à des incompréhensions de la part de la personne Effectivement. qui est Oui. déjà dans un univers qui est difficile à saisir, puis dans un univers qui, de par sa culture même, est assez autoritaire, puis Oui. est porté à ne pas, à manquer d'écoute et tout ça. Ben là, la loi, par cet article-là, elle vient un petit peu avaliser ça, renforcer cette culture-là, que nous, au contraire, on essaie de combattre, puis de dire non, il faut qu'il y ait un dialogue complet, ouvert, permanent entre les soignants et les personnes soignées. Cet article-là, il vient un peu entraver cette démarche-là. Et c'est ce qui fait aussi qu'une personne qui va demander copie de son dossier médical peut trouver à certains endroits des passages qui sont, on dit, caviardés, c'est-à-dire noircis, qu'on ne puisse pas les lire.
Et ce n'est pas parce que le médecin a décidé qu'il ne voulait pas parce que ça pouvait nuire à l'état de santé mentale de la personne, c'est parce que c'est des informations qui ont été données par des tiers et la loi ne permet pas, si le tiers en question n'y consent pas, de transmettre cette information-là. Donc, dans notre propre dossier médical, il peut y avoir des passages comme ça qui sont rayés en noir et dont on ne connaîtra jamais exactement la teneur et puis qui parfois peuvent être très, très, très importants pour notre compréhension de comment on a été soigné. Donc, c'est un gros problème, ça. Je trouve ça dommage, Jean-François, parce que ces personnes-là qui sont aux prises avec une santé mentale précaire, déjà que c'est pas facile pour ces personnes-là, en plus, ils se font cacher de l'information. Voilà. Ils doivent se sentir tellement démunis en dedans. Puis surtout que cette information-là, il n'y a aucun moyen de la valider. Donc, mon frère, mon voisin, ma belle-mère peut dire n'importe quoi à mon sujet, à mon médecin, qui, lui, n'a pas vraiment de moyen de vérifier. Et moi, je n'ai pas de moyen de valider ce qui a été dit. Donc, la prestation de soins, théoriquement, peut prendre une tangente complètement erronée et il n'y a à peu près aucun moyen à ce moment-là de redresser la situation parce que la loi ne permet... Si la personne, je ne suis pas en train de dire que les gens sont toujours mal intentionnés. Non, mais ça peut arriver. Il ne faut pas généraliser. C'est ça. Mais même sans être mal intentionné, parfois, on peut mal interpréter certains comportements que la personne a. Ces comportements-là peuvent être dérangeants, peuvent être problématiques pour la personne concernée qui va en parler au médecin et tout ça, mais ce n'est pas nécessairement la démonstration ou le symptôme d'une maladie particulière. Puis comme les médecins, les psychiatres en particulier, ont tendance à interpréter tout ce qu'on leur dit en termes de diagnostic, bien, ils vont être portés peut-être à créer de nouveaux diagnostics, à poser de nouveaux diagnostics sur des choses qu'ils n'ont pas eux-mêmes observées, qui leur ont été rapportées par d'autres. Et ça peut amener toutes sortes de problèmes, des nouveaux médicaments, toutes sortes de nouvelles procédures auxquelles la personne qui déjà, à la base, comme tu viens de le dire, a beaucoup de difficultés à comprendre ce qui peut y arriver, bien là, elle ne le comprendra pas du tout parce qu'on ne lui donne pas les moyens de la comprendre. Et même si le médecin le mieux intentionné au monde veut l'aider à comprendre, il ne peut pas, il en est empêché par la loi. Donc, c'est vraiment un problème. Jean-François, je ne veux pas te couper la parole, mais moi, ça m'interpelle beaucoup parce que ma mère a été prise là-dedans toute sa vie, du fait de sa bipolarité. Et combien de gens sont pris là-dedans? Combien de gens sont incompris? Je me suis battue pour elle. Et je trouve ça dommage, Jean-François, parce que ces gens-là ont quelque chose à dire. Tout à fait. Puis on dirait qu'ils sont toujours ostracisés dans leurs droits parce qu'il y a toujours une tierce personne qui intervient puis qui pense dire des choses dans le but de l'aider, puis dans le fond, ça ne l'aide pas du tout. Oui. Puis d'ailleurs, c'est une revendication de longue date des groupes qui soutiennent les familles des personnes concernées, parce que la loi ne leur permet pas d'avoir de l'information sur la personne provenant du médecin. Mais j'ai vu un médecin une fois énoncer cet article 18-là comme un outil fort intéressant de collaboration avec les familles en disant, c'est sûr qu'on n'a pas le droit de leur parler, mais on a le droit d'écouter ce qu'ils nous disent. Mais encore là, oui, ils ont le droit d'écouter ce qu'ils nous disent, mais il y a comme une espèce de voie parallèle qui est en train de s'ouvrir. Il n'y a pas moyen si les gens n'y consentent pas, et encore là, il faut qu'on leur demande leur consentement, ce qu'on ne pense pas toujours à faire. Donc, le médecin va des fois être porté à ne pas demander de consentement. La famille ne serait peut-être pas opposé complètement à ce que la personne ait connaissance de ces renseignements-là, mais comme le médecin ne leur explique pas la teneur de l'article 18, ben, le médecin va prendre pour acquis qu'il ne consente pas et va imposer des choses à la personne sans pouvoir lui expliquer de quoi il s'agit. Donc, c'est vraiment, ça ouvre la porte à plusieurs abus, cet article de loi-là. Et nous, on a fait des représentations dans le passé pour qu'il soit modifié. Malheureusement, il ne l'a pas été. Et tout ce qu'on peut faire, c'est d'appeler les personnes à la prudence là, par rapport à ces informations-là. Puis si jamais ils sont au courant que de leurs proches parlent avec leur médecin, ben, qu'ils sensibilisent leurs proches à l'idée de consentir à ce que l'information soit
transmis en toute transparence, là, puis que toutes les personnes concernées puissent en prendre connaissance. La transparence. Merci Jean-François, merci beaucoup pour cette capsule toujours aussi intéressante. Chers auditeurs, voilà qui termine notre émission. Je vous donne rendez-vous à une prochaine et d'ici là, portez-vous bien et surtout, prenez bien soin de vous. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. Pour connaître l'envers de la médaille dans les CHSLD, lisez « Vous étiez là pour moi ». Merci.